Alors aujourd'hui, aux rencontres archéologiques de la Narbonnaise au musée Narbovia, voilà, une journée archéopop. On vous montre un petit peu ce beau musée dédié à l'archéologie. Donc là, on a un bar, une librairie, et on tombe sur un auteur illustrateur qui a donné une conférence, Emmanuel Rouillet. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Alors Emmanuel, avec vous, on va parler de préhistoire, on va parler de jeux vidéo et de bande dessinée. Alors, dire à nos auditeurs que vous êtes connu quand même pour avoir adapté La Guerre du Feu en album. Ça s'est terminé en 2014. Ouais. Donc ça, c'est le gros roman de Rosny Aîné. C'est chez quel éditeur ça, ce travail? C'est chez Delcourt. C'était paru en 3 tomes et maintenant en fait on trouve l'intégrale. Voilà. Le récit complet. Et vous avez aussi fait d'illustration jeunesse avec un petit néandertalien, je crois, Nao, chez Milan, c'est ça? Chez Milan, voilà, en fait, il va ressortir l'année prochaine chez Fedora. Voilà. Et puis quelques romans jeunesse aussi illustrés avec Michel Picmal chez Rue du Monde aussi. Voilà. Et là, vous parliez, on va parler aussi d'un projet qu'on peut qualifier de transmédia, qui s'appelle Wurm, qui a été une bande dessinée et qui est devenu un jeu de rôle. Ouais, c'est ça. Alors, en fait, le Wurm n'est pas spécifiquement transmédia, mais on va dire que c'est un jeu de rôle qui est basé sur mes créations en bande dessinée. Et en fait, c'est plutôt cet univers de BD qui est transmédia, parce que c'est cet univers de préhistoire, on va dire, situé il y a environ 40-50 000 ans, sur la rencontre sapiens-néandertal avec de la magie, que j'ai décliné en bande dessinée, puis en jeu de rôle et maintenant aussi en roman. Et c'est cet univers-là en fait que j'explore à travers plusieurs médias. Le jeu de rôle Wurm, du coup, il est sorti, la dernière version du jeu est sortie il y a 5 ans. Et il y a de nouveaux livres qui sont à apparaître également pour ce jeu. Et ça fonctionne bien, c'est-à-dire que c'est vraiment le seul jeu, un des seuls jeux vraiment de rôle, de rôle papier, qui est développé sur ce sujet, avec cette rigueur scientifique quand même archéologique, et en même temps en faisant la part belle à l'imaginaire. Alors on va faire un petit flashback, et la question à vous poser, c'est que vous êtes tombé dans cet univers de la préhistoire depuis tout petit, ou ça vient d'où cette passion? Depuis tout petit, mais en fait... ouais, tout petit, puisque je lisais Rahan, j'étais abonné à Pif. Voilà. Tunga aussi, ça vous a parlé? Tunga, non, j'ai découvert Tunga après. C'est un lecteur qui m'a fait découvrir Tunga. Ouais. Non, alors par contre, ça c'était quand j'étais petit, mais ensuite j'ai complètement lâché le côté préhistorique. J'y suis resté un peu attaché, mais juste à travers graphiquement le travail de Zdeněk Burian, par exemple. Et en fait, mon adolescence, c'était surtout du jeu de rôle, justement. C'était Donjons et Dragons, c'était les histoires avec de la fantaisie, quoi, des dragons, des magiciens, tout ça. Et la préhistoire, j'y suis revenu après. Alors, du coup, plus pour le côté graphique, mais pour le côté vraiment scientifique, donc préhistoire, ethnographie, tout ça, et explorer un peu d'autres pistes, d'autres façons de vivre, d'autres façons d'être au monde. Et là, ça m'a intéressé. À la fois, ça a rejoint l'imaginaire que j'avais depuis que j'étais petit, mais c'est avec des problématiques qui vraiment m'intéressaient beaucoup plus. Donc vous êtes un auteur complet, c'est-à-dire vous travaillez vos scénarios vous-même à chaque fois, c'est ça? Toujours. Bon, Rosny Aîné, c'est une adaptation, mais après vous développez. Alors, on va parler un peu du côté graphique quand même, parce qu'effectivement, vous avez montré des très belles images, on en montrera quelques-unes dans la vidéo. Quelles sont vos influences pour ce travail graphique? Il y a des grands maîtres de la BD qui vous ont marqué un petit peu? Ouais, il y en a plein. Alors c'est assez divers, mais en BD, il y en a plein. Ouais, je sais pas trop. Bah, alors oui, il y avait bien sûr André qui était un très bon ami. Donc le papa de Rahan, André Chéret, le dessinateur de Rahan. Et oui, vous l'avez connu personnellement. Ouais. D'accord. Et oui, forcément, ça marque. C'était quelqu'un d'extraordinaire. Ouais. Et puis après, mes influences, on va dire, elles sont diverses. Mais j'ai été pas mal biberonné aux comics américains. Par exemple, je suis assez influencé par le dessinateur John Buscema, qui a quand même compté. Et puis des auteurs contemporains français, franco-belge, il y a Rosinski qui m'a beaucoup marqué, mais aussi d'autres gens comme Comès par exemple, dont j'ai beaucoup regardé le travail, et des gens de ma génération aussi, Jérôme Le Recullet par exemple, dont j'ai vraiment beaucoup regardé le travail quand j'ai commencé à bosser en BD. Voilà, c'est les influences, mais c'est vrai qu'après il y a beaucoup d'influences picturales aussi, des illustrateurs, des peintres. Alors, au niveau de ce que vous racontez, vous raconterez comment Sapiens rencontre Néandertal, c'est ça un petit peu Alors c'était mon premier projet de bande dessinée. C'était une histoire
C'était, alors il fallait que ce soit documenté, puisque le projet justement c'était de parler de cette rencontre Sapiens-Néandertal, puisque j'ai commencé à travailler dessus au tout début des années 2000. Donc l'image de l'homme Néandertal, c'était pas celle qu'elle est maintenant, elle était très défavorable, on va dire. Et je voulais un peu réhabiliter ce cousin. Et en même temps, je voulais montrer que c'était que la rencontre entre ces deux humanités n'avait pas été forcément une rencontre faite uniquement de violence ou de compétition, etc., mais qu'il y avait pu y avoir des rencontres, puisque à l'époque, encore là pour le coup, le métissage n'était pas du tout avéré. Donc c'était un peu audacieux de miser sur cette histoire, mais moi je pensais que c'était plausible. Là, on avait quelques traces paléontologiques, hein. Mais surtout que ça me semblait romantique, quoi. Donc j'ai eu envie de mettre en scène cette rencontre avec une BD donc, qui s'appelle Vohuna, qui est toujours éditée aux éditions Fedora. Et c'est cette rencontre-là que j'ai voulu à la fois justement documenter au niveau rigueur archéologique, donc avec le mode de vie, les vêtements, la reconstitution en fait de l'environnement, etc., de la faune, de la flore, mais aussi en mettant en scène l'imaginaire des hommes préhistoriques tel qu'on peut le découvrir à travers l'art pariétal ou l'art mobilier. Donc notamment, je montrais tout à l'heure dans la conférence la statuette de l'homme-lion, un homme à tête de lion comme ça qui est daté d'il y a 30 à 35 000 ans. Donc ça, c'était important de mettre en scène non seulement justement voilà la rencontre entre ces deux humanités, mais aussi l'imaginaire, la culture de ces gens-là. Voilà. D'accord. Et du coup, pour représenter ces êtres humains, enfin ces êtres préhumains, il n'y a pas de source picturale. Comment vous faites alors, du coup? Non, mais il y a pas de source picturale. Alors si, parce qu'en fait, du coup, on est quand même bercé par tout ce qu'on a consommé comme imaginaire. Oui, on est un peu dans l'imaginaire. On n'est pas que dans la science. Non, mais justement, je vais y venir. Alors ouais. Parce que la science, en fait, elle indique. Par exemple, j'avais été rencontrer Elisabeth Daines, qui fait des reconstitutions extraordinaires des dermoplasties, quoi, d'hommes préhistoriques, pour discuter un peu avec elle, justement, des faciès et tout ça. Donc, au niveau des faciès néandertaliens, par exemple, j'étais au plus juste de ce qu'on pouvait savoir. Il y avait des choses que j'avais extrapolées, notamment, on pouvait déduire la pigmentation de la peau, du fait qu'on est quand même a priori sur un climat glaciaire, donc la peau ne pouvait pas être aussi sombre que celle des premiers Homo sapiens qui arrivent en Europe, qui sont à la peau très sombre pour le coup. Voilà, mais c'est des indices. Après, l'aspect, voilà, le prognatisme, la science de mensonge, tout ça c'est réaliste. Mais il y a des choses, par exemple, Vohuna, c'est donc l'héroïne de cette première BD, j'avais fait rousse. Je trouvais que ça faisait un côté un peu sauvage, quoi. Et puis c'est vrai quand ça passe bien en BD, la rousseur c'est beaucoup de femmes rousses en bande dessinée, parce que c'est graphiquement ça. Mais il s'est avéré que 10 ans plus tard, on a découvert que le néandertalien, il pouvait porter un gène de la rousseur, qui est le gène, je sais plus si c'est le MC1R, je sais plus exactement. Mais voilà, c'est un gène qui montre qu'effectivement, il pouvait être roux. Alors, c'était pas tous roux, mais il pouvait l'être. Donc, ça tombait plutôt bien, parce qu'en fait, c'était un parti pris graphique, mais il s'est avéré à peu près documenté, finalement. Voilà. Alors, sur ce jeu Wurm, on peut y jouer en famille. C'est un des rares jeux sur la préhistoire, en jeu de rôle, je crois. C'est ça, hein, il y en a quelques-uns, mais on va dire, c'est le plus complet, et c'est celui pour lequel il y a la gamme la plus étendue, avec différentes aventures prêtes à jouer, qui sont disponibles. Actuellement, le jeu, c'est un jeu qu'on peut jouer à partir de 10 ans, 10-12 ans. C'est un jeu, pour les gens qui sont déjà un peu passionnés de jeux de rôle et de préhistoire. Et je travaille actuellement sur une version, justement, découverte du jeu, qui est une version encore plus accessible. Là, pour le coup, où on peut jouer avec vraiment ses enfants, à raison d'une partie qui dure 2 heures environ. Voilà, c'est ça. Voilà. Le temps raisonnable, c'est quand même minimum 2 heures. Hein, ouais, parce que c'est en fait une partie de jeu de rôle, c'est un film. Voilà, c'est un film, mais c'est un film dont les protagonistes sont les héros, sont les joueurs qui sont autour de la table, avec le meneur de jeu qui est le metteur en scène. Et du coup, vous avez écrit plusieurs fins possibles, ou les fins, comment ça se termine un jeu? Vous avez plusieurs pistes. En fait, dans chaque scénario, enfin chaque aventure est originale, et on la joue jamais 2 fois de suite. Donc en fait, avec le même groupe. Donc du coup, il y a en fait, on met en scène une intrigue. Et la spécificité du jeu de rôle par rapport à d'autres jeux, c'est que tout est possible. C'est-à-dire que c'est les joueurs qui vont décider de ce que font les personnages qu'ils interprètent, et le meneur de jeu réagit en fonction. Et tout en restant cohérent par rapport à l'intrigue,
Tout est possible. Et il faut pas brider l'imaginaire. Par contre, le truc, c'est de donner les clés pour être à peu près dans le ton de la fiction qui est mise en scène, quoi. Alors, on n'a pas parlé du titre. Wurm, ça fait référence à une période de glaciation, c'est ça? C'est ça. Oui. Ouais, c'est la dernière période glaciaire Ouais. qu'a connue l'Europe. Alors, on dit Wurm, on dit aussi Vechelem, enfin on dit Wurm. C'est le nom d'une vallée dans les Alpes qui correspond à cette période glaciaire qui commence il y a environ 80 000 ans, qui finit il y a environ 10 000 ans. Et donc, à l'époque du jeu, qui est il y a environ 40 000 ans, on n'est pas sur le maximum glaciaire, mais on est déjà sur une période où il fait un peu plus froid, donc le climat n'est pas le même. Et puis, la ligne de côte n'est pas la même. La France n'a pas exactement le même aspect que maintenant. Et surtout, il y a toute une faune extraordinaire qui la peuple. Alors, les jeux, on passe souvent, vous avez cité vous-même des grands jeux de société où il y a beaucoup de magie, d'heroic fantasy. Ouais. Est-ce que la magie a une place dans ce jeu, justement? Oui, elle a une place qui est réglable, en fait, en fonction de ce que décide le meneur de jeu, qui va prendre en main la narration. S'il veut faire quelque chose de très légendaire, de très conte, il peut mettre beaucoup de magie. Moi, c'est ce que je fais souvent, parce que je trouve que ça libère l'imaginaire, parce que quand on raconte la vie des hommes préhistoriques, on peut pas se contenter de parler juste du quotidien, parce qu'il y a c'est des cultures qui ont une pensée magique. Chamanique, on dirait, c'est ça? Pourquoi pas chamanique, ouais. Pourquoi pas chamanique. Ouais. En tout cas, animiste, ça c'est sûr. Et donc, du coup, ce rapport avec les animaux, le fait de mettre en scène peut-être des revenants, en tout cas une pensée sur l'au-delà, sur un monde invisible et tout ça, moi ça me paraît important, ne serait-ce que pour se plonger dans l'imaginaire de ces gens-là. Donc, cette dimension magique, elle est proposée dans les règles du jeu. On peut la mettre ou ne pas la mettre. Moi, je propose de la mettre. Mais il y a des gens qui jouent sans. Et vous avez donc dessiné, il y a des scènes dessinées pour le support imaginaire. Comment ça se présente, ce plateau de jeu, alors on l'a pas là, mais on va le décrire. Alors, la spécificité d'un jeu de rôle, c'est qu'il n'y a pas de plateau de jeu vraiment. Il y a un écran du meneur de jeu qui présente en général une belle illustration qui donne envie. Et puis, chaque joueur a sa fiche de personnage qui va lui donner un petit peu un aperçu du personnage qu'il va jouer. Mais ensuite, tout se déroule en fait avec un récit. Moi, je fais le compteur. Enfin, le meneur de jeu fait le compteur, mais il fait aussi l'arbitre. Et donc, visuellement, c'est ça. En fait, il y a un support graphique, mais ensuite, c'est la narration qui va faire. Le jeu se passe dans l'imagination. Cependant, le livre du jeu de rôle lui-même, qui est une sorte de manuel, il est très illustré, justement pour donner de la matière, pour que le meneur de jeu qui va faire jouer ses amis ou sa famille, bon, il a plein de supports visuels pour lui donner un petit peu justement du grain à moudre, quoi. D'accord. Donc du coup, ce jeu, il est toujours disponible. On peut le commander. Où est-ce qu'on le trouve alors? On va le trouver. Alors essentiellement, on va le trouver dans certaines librairies spécialisées, notamment des librairies de jeux des boutiques de jeux de société. Certains Cultura, je crois qu'il y a encore, mais sinon sur internet, sur les sites de vente en ligne de jeux de société, on va le trouver facilement. Wurm. Après, je crois pas qu'il soit disponible sur toutes les plateformes du genre Amazon et tout ça. Mais peut-être. Mais du coup, la mise à jour, elle va arriver bientôt? Oui, il y a de nouveaux. Donc, le projet qui m'occupe actuellement, un des projets qui m'occupe actuellement, c'est cette version découverte du jeu, qui va être une boîte de jeu, parce que pour l'instant c'est un livre, une boîte de jeu qui va être vraiment faite pour jouer avec des amis complètement, comment dire, qui connaissent pas du tout ce monde-là, ou même avec des enfants. Il faut qu'ils sachent lire simplement. Oui. Et ça, c'est donc une version de découverte du jeu avec des règles encore plus simples que là, on peut prendre en main très facilement pour faire. L'idée, c'est vraiment de pouvoir jouer comme ça au cours de à raison d'une fois par mois pendant 6 mois, soit un soir par semaine pendant une vacance comme ça, pour se faire une sorte de saison, de feuilleton, une aventure chaque soir, mais qui se suivent. Ça fait un peu comme une saison de Stranger Things, mais à la préhistoire. Et donc là, ça devrait paraître au printemps prochain. Il y a un éditeur qu'on peut citer? Ouais, ce sera Ludosphérique. Pour le coup, ce sera pas l'ancien éditeur de Wurm, c'est un nouvel éditeur avec qui on fait cette boîte de découverte. Voilà. Alors la bande dessinée, elle va reparaître un jour ou pas? La bande dessinée, elle est toujours éditée chez Fedora. Voilà. C'est donc une version intégrale de la BD Vohuna, un peu luxueuse, donc elle est un peu chère, mais en même temps, c'est vraiment un beau travail qu'on a fait de quasiment un facsimilé des planches originales. Et puis, dans ce même univers-là, alors chez Fedora également, on sort un roman
Il sort dans quelques jours, là pour le coup, début novembre, qui s'appelle Panthère Pâle, et qui est un roman d'aventure dans le monde en fait de Wurm, donc dans ce monde préhistoire avec un peu des pouvoirs chamaniques et tout ça. Et là pour le coup, c'est une de mes dernières créations. Et roman illustré, hein, bien sûr, j'ai pas pu m'empêcher. Et oui, parce que en fait, là, on a vu quelques illustrations, mais est-ce que nos auditeurs peuvent voir votre travail graphique? Vous avez un site internet, quelque chose? Moi, j'ai un blog qui date oui. qui s'appelle Roudier-Néandertal. C'est sur Blogspot. Hein, Blogspot. Ouais, Blogspot. Donc, vous tapez Emmanuel Roudier, vous allez le trouver. Et puis sinon, vous pouvez me suivre sur Insta ou sur Facebook, où je poste régulièrement des images, un petit peu des nouveautés. Voilà, bah écoutez, c'est original, un jeu qui nous sort des écrans, hein, on n'est plus face à sa tablette, là on est entre amis, on est en collectif, et puis ça s'adresse à tout le monde, c'est chouette, c'est Wurm, le jeu de rôle de la préhistoire. Nous étions avec Emmanuel Roudier aux rencontres archéologiques de la Narbonnaise. Merci Emmanuel. Merci.